Quelques conclusions, quoique hâtives peut-être, nous avons la chance d'avoir sur le plateau des pros de l'écho un spécialiste de l'analyse macroéconomique. J'ai nommé Abderrahmane Bessaha, vous êtes expert international et senior économiste au FMI. Bonsoir professeur, merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Bonsoir et merci de m'avoir accueilli. Alors nous aurons avec nous également depuis la cité phocéenne Nazim Sini, notre enseignant en économie à l'université Aix-Marseille 1. Bonsoir à vous également Nazim. Bonsoir, c'est toujours un plaisir de vous retrouver sur le plateau. Alors juste avant justement de laisser la parole aux pros de l'écho du soir, retour sur une semaine plutôt agitée à l'origine de multiples interrogations quant au sujet que nous allons traiter ce soir. C'est un sujet préparé par la rédaction des pros de l'écho. Développement des échanges économiques, intégration des marchés, entreprises transnationales, finances mondiales, l'âge d'or de la mondialisation serait-il déjà derrière nous? C'est la question que se posent bon nombre d'économistes. Crédules, ils assistent à la fin d'un système qui se fragmente, les échanges reculent d'un côté, progressent de l'autre, les 40 glorieuses paraissent bien loin. Sous l'effet de chocs aux conséquences conjuguées comme la pandémie Covid-19 et le conflit militaire en Ukraine, l'économie mondiale change de visage et s'effrite. Sous le poids de la culpabilité envers les engagements écologiques non tenus et de la perte de contrôle sur la finance mondiale, le processus de désindustrialisation s'engage en Europe. La faible croissance des pays développés, notamment de l'Europe, réduit en effet la demande d'importation, au moment où la baisse des prix des matières premières réduit quant à elle considérablement le poids des échanges dans ces produits dans le commerce mondial. En théorie, cela s'appelle le cycle juglar. La dynamique de l'investissement des entreprises est caractérisée par une phase d'investissement soutenue, puis une fois que tous les investissements rentables ont été réalisés, un plongeon de l'investissement s'opère et donc de la croissance. En langage de chiffres, cela se traduit par une baisse du commerce mondial. La croissance en volume au niveau des marchandises devrait descendre de 3,5% en 2022 à 1% en 2023. Dans le monde de la finance, les craintes sont aussi palpables. Le fantôme de Wall Street viendrait-il déjà troubler le calme plat de la Silicon Valley? La faillite de la Silicon Valley Bank intervenue cette semaine réveille les vieux démons de 2008. Mais il est déjà trop tard pour la SVB. L'année 2023 sera une année de transition. Je crois que la deuxième partie de l'année 2022 a été très dure dans la mesure où il était très difficile de prédire ce qui pouvait arriver. Mais nous avons senti que nous avions atteint le fond car nous étions au point de base, ce qui signifie pas pour autant que nous allons assister à une forte reprise. D'accord? Ce dont nous attendons pour le premier semestre 2023, c'est que le capital risque va baisser un peu et peut-être même davantage que durant le dernier trimestre 2022. Cependant, cette légère hausse devrait intervenir dès le deuxième semestre 2023 et préparer le terrain pour une vraie reprise en 2024. Donc je reste optimiste car notre boule de cristal fonctionne mieux que durant le troisième trimestre de l'année dernière. Dans la foulée de cette alerte, le Crédit Suisse joue également les oiseaux de mauvais augure en Europe. La banque suisse dévisse, moins 24% à la bourse de Zurich. La réaction des marchés est quasi instantanée. Le CAC 40 en premier, Paris perd 3,5%. Le Crédit Suisse s'accroche néanmoins à une bouée de sauvetage. 50 millions de francs suisses sont mis à disposition de l'institution zurichoise, mais d'aucuns diront que ce n'est que partie remise. Place au débat, désormais, le débat des pros de l'école. On va commencer directement avec vous, professeur Bessaha. Alors, commençons par un peu de technique et de pédagogie. Qu'est-ce que la fragmentation? Qu'est-ce que la démondialisation? Et comment ces deux phénomènes économiques, plutôt méconnus, se produisent? Bon, je crois que le commerce international a bien entendu permis à de nombreux pays d'augmenter la croissance, d'augmenter l'activité économique, de réduire la pauvreté, de distribuer des revenus et bien entendu de faire baisser les prix de nombreux produits parce qu'il y a eu des importations de pays qui les fabriquaient à moindre coût. Mais cependant, le commerce international, plutôt les dirigeants internationaux n'ont pas suffisamment cerné ni anticipé les aspects négatifs du commerce international, à savoir bien entendu la mise au chômage, la désindustrialisation, oui, la perte d'industrie manufacturière, oui, etc. Bon, ça, ce sont les aspects négatifs. Toutefois, on constate qu'en 2021,
après la réouverture de l'économie mondiale, les échanges commerciaux ont repris, quoiqu'à un rythme différent, bien entendu, du rythme avant la pandémie. Bon, il y a un certain nombre de raisons. Vous aviez la crise financière mondiale avec son cortège de restrictions. Vous avez la montée de l'automation qui a réduit, bien entendu, l'intensité de la main-d'œuvre dans l'industrie manufacturière. L'augmentation des salaires dans les pays où il y a eu des délocalisations, les tarifs américains sur les exportations chinoises, l'augmentation des salaires et la pandémie. Donc tous ces facteurs ont affaibli en quelque peu le commerce international. Ceci dit, la démondialisation, elle ne se produira pas. Il y aura peut-être un ralentissement des échanges extérieurs, une certaine pause, mais la mondialisation va se poursuivre, à condition bien entendu que dans le futur, elle réponde et elle prenne en charge les problèmes que la mondialisation a posés avant la pandémie. Premièrement, la première des choses, c'est que la mondialisation n'a pas été inclusive, puisqu'il y a eu des pans entiers de l'économie et des travailleurs qui ont été exclus, qui ont perdu leur emploi, etc. Le deuxième élément, il faut renforcer la robustesse du système pour se prémunir contre les vulnérabilités mises à nu par la pandémie et la récente guerre en Ukraine. Et surtout, il va falloir prendre en charge un certain nombre de domaines traditionnels comme l'agriculture et réformer les activités de production des services dans le commerce numérique. Et surtout s'appuyer sur des accords bilatéraux, régionaux et internationaux, au centre desquels il y aurait l'OMC. Donc pour nous résumer, le commerce international va se poursuivre. Le commerce international va avoir un peu plus de vigueur après cette série de chocs, à condition qu'il réponde, bien entendu, à un certain nombre de priorités que nous avons citées. Voilà un peu comment on peut voir ça. Dans ce processus, du fait des chocs que nous avons enregistrés depuis 2020, nous avions eu la pandémie, nous avions ensuite le choc pétrolier du côté de la demande et l'offre, nous avons eu la montée de l'inflation en 2021, dû à la demande et bien entendu à la désorganisation des chaînes de valeur. Ensuite, nous avons eu un autre choc alimentaire et pétrolier en 2022 lié à la crise de l'Ukraine. Il est clair que tous ces chocs doivent maintenant être pris en charge et faire reprendre l'économie mondiale. Donc, l'économie mondiale va reprendre, le commerce international va reprendre, et je pense qu'il va s'améliorer dans le sens que nous avons cité, c'est-à-dire il faut qu'il prenne en place les vulnérabilités. Un autre point que je voulais citer, il y a une restructuration en cours des chaînes de valeur. Cette restructuration, elle a commencé, elle va s'étaler jusqu'à l'horizon 2030. Elle va se diversifier, elle va assurer la constitution d'inventaires, elle va prendre en charge une intégration verticale des activités, tout ça pour remédier aux faiblesses qui ont été constatées. Cela n'empêche pas toutefois, dans ce processus de poursuite de la mondialisation, ce qu'on appelle la fragmentation géoéconomique. La fragmentation géoéconomique, c'est quoi? C'est que pendant la pandémie, on a constaté que tout le monde était vulnérable du fait de la délocalisation des productions dans les chaînes de valeur mondiale. Alors, il y a une prise de conscience, il y a un certain nombre de prises en charge de politiques industrielles dans 99 pays dans le monde. Elle vise à faire quoi? D'abord, à protéger ce qu'on appelle les activités stratégiques et dans certains cas, à rapatrier certaines activités qui sont à haute valeur ajoutée. C'est ça qu'on appelle la géoéconomie et la fragmentation géoéconomique. Donc ça va se poursuivre. La plus importante, c'est l'Inflation Reduction Act, qui a été pris par l'administration Biden, qui donne des subventions aux industries vertes et qui a entraîné une drainée, je dirais un drain, des entreprises françaises. C'est du America First façon Biden, si je puis dire. C'est America First, quel que soit le président. Très bien, professeur Bessaha. Donc on l'a bien compris, il y aura désormais en économie un avant et un après Covid-19. Nazim Sini, quel est votre point de vue justement d'économiste sur ces deux phénomènes que sont la fragmentation d'une part et la démondialisation d'autre part? Écoutez, je vous rejoins parfaitement. Nous sommes en train de rentrer dans une nouvelle ère, dans une nouvelle époque où on assiste à la constitution de blocs régionaux. Juste pour vous donner un chiffre, la plupart des experts estiment que la constitution de blocs régionaux au niveau du commerce mondial va coûter 7% de PIB au niveau international. Donc vous imaginez, c'est énorme comme chiffre. Et en fait, on assiste tout simplement à un essoufflement de l'intégration économique internationale. Tout ça
pour des raisons d'abord conjoncturelles, puisqu'on a eu une succession de crises, des crises économiques, des crises politiques, des crises même sécuritaires, et aussi pour des facteurs un peu plus structurels, puisqu'on assiste également à un rattrapage accéléré de la Chine qui a de moins en moins besoin de l'étranger pour fabriquer ou consommer ses propres produits. Donc ça, c'est les deux éléments qu'il faut retenir. La démondialisation, vous savez, c'est un phénomène qui effectivement s'est exaspéré et s'est accéléré depuis la pandémie. En fait, tous les pays se sont aperçus de leur interdépendance les uns aux autres et comme l'a dit monsieur le professeur Bessaha, c'est que aujourd'hui chaque pays tente de retrouver sa souveraineté, d'abord une souveraineté technologique pour ne plus dépendre des autres pays, sa souveraineté alimentaire également pour pouvoir maîtriser l'inflation et nourrir sa population, et aussi l'une des plus importantes qui est née avec la crise ukrainienne, qui est la souveraineté énergétique. Ouais. Et ça, c'est un véritable sujet en Europe. C'est pour ça que ce sont des phénomènes qui peuvent paraître, j'allais vous dire, intéressants pour les pays qui pratiquent le protectionnisme ou qui décident d'abandonner le multilatéralisme pour des relations bilatérales, mais en soi, c'est un phénomène qu'il faut décrier et qu'il faut combattre, puisque en fait, la mondialisation a permis un phénomène de rattrapage pour des tas de pays qui sont sortis de l'extrême pauvreté. Mais effectivement, ce qu'il faut... il y a toujours un revers de la médaille, pardon, si je puis dire. Exactement. Ouais. En fait, le problème de la mondialisation, c'est qu'elle n'a pas été inclusive. Elle a exacerbé les tensions diplomatiques. D'ailleurs, on assiste aujourd'hui, vous le voyez bien, à une guerre froide économique entre deux puissances que sont la Chine et les États-Unis, au détriment des autres blocs que sont l'Europe ou par exemple l'Afrique. Oui, ou même l'Eurasie, oui. Pardon ? J'ai dit ou même l'Eurasie, le bloc Eurasie qui était en passe de se constituer, oui. Vous avez parfaitement raison. Donc c'est pour ça qu'il est important aujourd'hui de retrouver une forme d'apaisement ou de redessiner les contours d'une mondialisation plus sociale, qui prenne en compte aussi les enjeux climatiques, environnementaux, mais aussi sociaux, en incluant également la jeunesse, parce que vous savez, cette démondialisation est aussi alimentée par une forme de populisme de certains gouvernements qui vont vendre à leur population une nouvelle forme de commerce international qui ne tient pas ses promesses. Donc, de là à abandonner la mondialisation, non. Le libre-échange doit être la doctrine, mais un libre-échange qui soit un peu plus inclusif et social. Très bien, deux avis résolument libéraux, entre guillemets, on peut le dire, professeur Bessaha. Revenons, si vous le voulez bien, par contre, à ce fameux cycle juglar qu'on vient de voir dans ce sujet, préparé par la rédaction des Pros de l'Écho, et ces cycles de crise qui se répètent. Alors, trois phases se dégagent donc. Nous avons d'abord une expansion, une crise, après une dépression. Pouvez-vous nous expliquer ces phénomènes avec quelques exemples concrets, si possible? En fait, la période qui a suivi la pandémie est une période extrêmement particulière. Nous n'avons jamais assisté dans le passé à la fermeture de l'économie mondiale. Oui. Et depuis la pandémie, vous avez exactement 5 chocs successifs. Premier choc, la pandémie. Deuxième choc suivi quelques jours plus tard, la crise pétrolière, le choc pétrolier. Ensuite, le choc de l'inflation de 2001. Ensuite, le choc alimentaire de 2022 et le choc énergétique. Donc, vous avez 5 chocs qui ont perturbé l'économie mondiale, mais surtout, il y a 2 phénomènes importants qui sont sortis. Le premier phénomène, c'est l'inflation qui est revenue en force. Et l'inflation qui est revenue en force n'est plus une inflation uniquement drivée par la demande, mais par l'offre. Ça, c'est un phénomène absolument nouveau. Le deuxième phénomène qui est lié à ça, c'est bien entendu la restructuration du commerce mondial dans le sens d'une mondialisation, mais plus humaine, plus inclusive, plus sociale. Donc voilà un peu les 2 phénomènes auxquels nous assistons. Nous sommes loin du cycle normal d'affaires, c'est-à-dire expansion, crise, ensuite dépression, reprise, etc. Une période appelée communément les fameuses 40 glorieuses. C'est ça, mais ça, là nous sommes dans une autre logique, c'est la logique de l'économie mondiale qui est soumise choc après choc, c'est du jamais vu. Malheureusement, pour ce qui est de l'inflation, le problème qui se pose, c'est que les banques centrales internationales ont perdu du temps à mal saisir, mal apprécier la nature de l'inflation. Pendant 6 mois, les grandes banques ont considéré que c'était une inflation qui était normale,
qui est une inflation par la demande, alors que c'est une inflation structurelle. Et c'est ainsi qu'il y a eu du retard qui a été pris, et les banques centrales sont intervenues à partir de 2022. Il y a eu la Fed, il y a eu ensuite la Banque d'Angleterre, et la BCE qui est arrivée un peu tard. D'ailleurs, la BCE vient d'augmenter ses taux d'intérêt de 0,5 au chaud. C'est la lutte contre l'inflation de la part de ces banques a eu un certain succès. Ça l'a ramené aux environs de 5%, mais qui est très loin des 2% normatifs. Oui. Ce qui fait que il y a eu cette reprise en main du processus d'inflation, mais qui est en suspens aujourd'hui du fait de la crise de la SVB. Et là, je pense qu'on va observer au cours des prochains mois. On va en parler, donc, voilà. Justement, de cette fameuse crise et de cette fameuse faillite de la Silicon Valley Bank. Nazim Sini, alors, depuis la crise financière de 2008, les échanges mondiaux de marchandises progressent moins vite que la production, alors qu'ils augmentaient 2 fois plus vite lors des décennies précédentes. Alors, chez vous, en Europe, ou chez le professeur Bessaha aux États-Unis, on appelle ça la slowbalization, une contraction entre le terme globalization et l'adjectif slow, ou la mondialisation en ralenti en français. Alors, à quoi doit-on a priori s'attendre en 2023 après 2 cycles de crise majeure successifs? Alors pour 2023, vous savez, le sujet pour moi, il y en a 2. C'est d'abord le prix des matières premières, puisque la plupart des analystes ont anticipé une reprise très forte de la demande sur les matières premières, pétrole et gaz. Donc on va assister à des cours des matières qui risquent de flamber et de basculer durablement au-dessus des $100. Donc selon du point de vue duquel on se place, ça peut être une bonne ou une mauvaise nouvelle. Alors une mauvaise nouvelle pour les pays importateurs de pétrole et de gaz, puisque ça va impacter et alimenter l'inflation, mais pour les pays producteurs, ça peut être une aubaine puisqu'ils vont engranger des revenus supplémentaires et des recettes supplémentaires. Oui. En revanche, il y a aussi, et je partage votre point de vue, l'inflation. En fait, là, le problème de l'inflation, c'est qu'aujourd'hui, il n'est pas bon d'être un banquier central. Pourquoi? Parce que vous êtes soumis à un dilemme. Le dilemme, il est que si vous touchez au taux directeur, eh ben, vous risquez, dans ce cas-là, de pénaliser les marchés financiers, mais également la plupart. Pas que, et même les banques, et on vient de le voir. Tout à fait, j'allais y venir justement, les banques de retail, les banques d'investissement, qui eux se refinancent sur les marchés. Donc elles, vous risquez d'avoir d'autres cadavres, comme c'est le cas de la SVB, ou si vous ne touchez pas à l'inflation pour préserver justement une forme d'accalmie, ben vous allez laisser filer l'inflation qui, elle, va impacter la consommation et donc les ménages les plus fragiles. Alors c'est pour ça que vraiment le véritable sujet, le véritable challenge, c'est cette maîtrise de l'inflation, mais tout en touchant relativement peu les points de base des taux directeurs. D'ailleurs, aujourd'hui, la BCE a augmenté de 50 points de base. Oui, 0,50%, oui. Tout à fait. Et il y a même des voix qui s'élèvent de plus en plus, que ce soit en Europe ou aux États-Unis, pour demander aux différentes banques centrales et à la Réserve fédérale de stopper cette hausse qui est successive et surtout ininterrompue depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Donc pour moi, ce sont les 2 véritables sujets. Et je vais vous dire clairement, nous sommes sur un véritable chemin de crête pour cette année 2023. Elle peut être très positive et permettre de retrouver de la croissance et, on va dire, un essor de certaines économies, comme elle peut nous faire basculer dans une énième crise et qui va être destructrice en matière d'emploi, en matière d'industrie et qui peut déboucher potentiellement sur une crise sociale profonde. Ouais. Comme on le voit dans de nombreux pays déjà malheureusement, il reste 9 mois pour vérifier vos prédictions, Nazim Sini, quant à l'essor de cette année 2023. Professeur Bessaha, il est impossible de ne pas évoquer tout simplement la faillite de la banque SVB. Vous venez d'en parler aux États-Unis. Donc un vent de panique s'est emparé malheureusement des marchés. Cette fois-ci, c'est le secteur technologique qui est frappé par une bulle qui explose encore une fois. Donc, toute proportion gardée. Je le rappelle et j'insiste. Toute proportion gardée, sommes-nous à l'orée d'une nouvelle crise financière dans le monde? Non, absolument pas. D'ailleurs, je vais être un peu plus proactif que mon ami Sini. Là, pourquoi? La lutte contre l'inflation doit se poursuivre. Elle doit se poursuivre parce que l'augmentation des taux directeurs explique une toute petite partie de ce qui se passe au niveau des banques. Nous ne pouvons pas sacrifier l'intérêt national pour protéger la mauvaise gestion d'un certain nombre de banques. Et là, je viens à la SVB. Excusez-moi, professeur, mais ça reste l'apanage des politiques, quelque sorte. Non, bien sûr, c'est un choix politique. Mais le choix politique doit être aussi dirigé, je dirais,
tenu par l'intérêt national. La lutte contre l'inflation est absolument importante, d'autant plus que l'inflation est structurelle et nous n'allons pas pouvoir la combattre au cours des 2-3 prochaines années. C'est une inflation qui va rester avec nous pendant quelques temps. Elle ne doit pas occulter, bien entendu, elle ne doit pas être occultée par ce qui s'est passé au niveau du secteur financier aux États-Unis. Ce qui s'est passé au niveau du secteur financier aux États-Unis, premièrement, ça n'a pas l'ampleur de la crise financière de 2008, qui, c'était le cœur du système qui avait été touché. Deuxièmement, les causes de la SVB. La SVB, c'est une petite banque au niveau américain. Mais c'est un mastodonte par rapport à l'extérieur. C'est 260 000 milliards d'actifs. La SVB a chuté parce qu'elle a fait des choix malheureux en termes d'investissement. Elle n'a pas respecté les règles de supervision et surtout, elle a fait un certain nombre d'erreurs au niveau même de l'activité bancaire. Donc il y a des voix qui s'élèvent aux États-Unis pour dire qu'il n'est pas question de ralentir la lutte contre l'inflation pour simplement plaire à des banquiers qui n'ont pas fait leur travail. Voilà un peu. Alors très bien. J'ai demandé justement à un économiste basé aux États-Unis de m'expliquer la faillite de la banque SVB par des termes purement financiers et économiques. Alors il m'a dit ceci en substance: la hausse des taux d'intérêt de la Fed à hauteur de 5% en 2023 a fait en sorte que les bons du Trésor dans lesquels la banque californienne avait massivement investi avec un taux de 1,5%. Alors la banque s'est retrouvée avec des pertes non réalisées ou unrealized losses comme on dit en anglais, qu'elle n'a pas eu le temps de, excusez-moi du terme, de refourguer sur le marché secondaire. En somme, la politique anti-inflationniste de la Fed aurait mis à genoux la SVB. Peut-on aujourd'hui affirmer cela selon vous? Non, absolument pas. Ce qui est cité là, l'impact des taux d'intérêt sur le portefeuille, la qualité du portefeuille de la SVB, intervient pour une infime partie. Il y a d'autres facteurs, des facteurs, je dirais, d'équilibre entre les dépôts à court terme et les prêts à moyen et long terme. Le respect des normes de supervision. L'équilibre entre l'actif et le passif de la banque. Que cette même banque, la SVB, n'a pas voulu observer. Troisièmement, il y a aussi un certain nombre d'erreurs de gestion de la part de l'équipe. In fine, cette banque elle n'avait pas de problème de solvabilité. Elle avait un problème de liquidité. Ses actifs, pour un montant de 266 milliards, auraient été largement suffisants pour couvrir. Mais se posait le problème de la perception par le public et il fallait que l'intervention du gouvernement fédéral et notamment de l'agence de régulation qui préserve le gendarme dépôts financier est intervenu. C'est pas le gendarme financier, c'est le protecteur des dépôts. Le gendarme financier, c'est la Security and Exchange Commission. Donc ils sont intervenus pour casser la perception qu'il y a un problème, alors qu'il n'y a pas de problème, c'est un problème très limité. Maintenant, il y a eu des effets sur un certain nombre d'établissements bancaires à travers le monde qui ont été plus ou moins liés à la SVB, dans les investissements de la SVB. Mais personnellement, je ne pense pas qu'il y a lieu de paniquer ou de se faire du souci par rapport aux événements de la SVB. Très bien, professeur. Alors, je vais poser plus ou moins la même question à Nazim Sine, mais par contre, nous avons bien entendu le PDG de la Silicon Valley Bank, Grigory Becker, dire que l'année 2023 serait une année de transition. Il se disait optimiste, notamment pour le second trimestre. À l'arrivée, la transition, eh bien, elle est toute faite. Son institution est passée dans le passif et n'aura même pas le temps d'atteindre ce fameux second trimestre. Qu'en pensez-vous? Mais avant de répondre, je vous propose de l'écouter à nouveau, Grigory Becker. L'année 2023 sera une année de transition. Je crois que la deuxième partie de l'année 2022 a été très dure dans la mesure où il était très difficile de prédire ce qui pouvait arriver. Mais nous avons senti que nous avions atteint le fond car nous étions au point de base, ce qui signifie pas pour autant que nous allons assister à une forte reprise. D'accord? Ce dont nous attendons pour le premier semestre 2023, c'est que le capital risque va baisser un peu et peut-être même davantage que durant le dernier trimestre 2022. Cependant, cette légère hausse devrait intervenir dès le deuxième semestre 2023 et préparer le terrain pour une vraie reprise en 2024. Donc je reste optimiste car notre boule de cristal fonctionne mieux que durant le troisième trimestre de l'année dernière. Nazim Sine, est-ce que réellement la boule de cristal de Grigory Becker fonctionnait bien? Elle fonctionne pas du tout, j'allais vous dire. Et puis il est de très mauvaise foi parce que
vous savez, à leur niveau, à leur échelle, ils arrivent à percevoir certains éléments. Donc, ils savaient pertinemment que la SVB, de par sa surexposition aux valeurs de la tech, qui ont amorcé une sorte d'atterrissage durant l'année 2022, ils savaient pertinemment que 2023 allait être une année très difficile pour la banque. Donc, vous savez, il y a plusieurs éléments aussi qui expliquent cette faillite de cet établissement qui reste quand même, et là je vous rejoins, qui reste quand même assez circonscrite parce que ça reste pour l'instant, bancaire régional. Vous voyez, la SVB n'a pas une vocation systémique. C'est-à-dire que sa faillite ne va pas engendrer... C'est pas Lehman Brothers. Voilà, exactement. On est vraiment sur des cas, des scénarios diamétralement opposés. En revanche, ce qu'il faut noter, et moi c'est ça que je retiendrai, c'est que le message qu'il faut retenir de tout ce que nous vivons actuellement sur la sphère et la place financière, c'est que la Fed et la plupart des banquiers centraux à travers le monde sont en train de sonner la fin de la récréation et de l'argent gratuit. Parce qu'à un moment donné, il est arrivé en 2020-2021 où l'argent coulait à flot, où l'on pouvait emprunter, se refinancer, parfois même à des taux négatifs. Ce qui est totalement une hérésie d'un point de vue économique quand on a étudié les théories financières. Et là, en fait, on assiste tout simplement à un phénomène de rattrapage auquel n'avait pas vu venir la SVB, et surtout, elle aurait dû très tôt se retirer de certaines positions, notamment puisqu'elle a vu qu'il y avait une chute de certaines valeurs, notamment dans le S&P 500, notamment au Nasdaq. La fameuse bourse des entreprises technologiques. Exactement, sur certaines places financières américaines, où vous voyez, on assistait déjà à des profit warnings des plus grands, des géants de la tech qui ont commencé à entamer des licenciements, etc. Et puis aussi ralentir le capital risque auquel s'était adonné la SVB. Donc pour moi, si vous voulez, c'est juste une leçon qui est donnée à ces établissements qui étaient, motivés par l'appât du gain, tout simplement. Très bien, Nazim Sini. Allez-y, professeur. Allez-y. En fait, vous avez une génération d'investisseurs qui n'ont jamais connu des taux d'intérêt élevés. Ils avaient l'habitude d'avoir accès à de l'argent extrêmement facile et le réajustement est extrêmement difficile. Et il se trouve aussi que la banque SVB, pourquoi on en parle? Tout simplement parce qu'elle est liée à la Silicon Valley, sinon personne n'en parlerait. Mais surtout, elle a aussi enregistré une perte des dépôts. Donc vous avez toute une somme de facteurs liés à la gestion interne, liés à la supervision et accessoirement, bien entendu, à l'impact de la hausse des taux d'intérêt sur la qualité du portefeuille. Ça s'arrête là, voilà. Très bien, professeur. Alors justement, quelqu'un qui connaît très bien le marché financier a pris la parole dans une tribune justement qui vient de publier récemment. Il s'agit de Joseph Stiglitz, prix Nobel de l'économie, et qui a écrit justement que la faillite de la SVB était prévisible. Peut-on réellement prévoir ce genre de bank run, comme on dit chez vous, professeur? Non, il est très difficile de prévoir, bien entendu, une ruée vers les banques, c'est clair, sauf si on dispose d'un certain nombre d'indicateurs que nous avons, que le Fonds monétaire international a mis en place, que la Banque mondiale a mis en place, et les banques elles-mêmes disposent de ce package de clignotants qui permettent de suivre, d'autant plus que les banques américaines sont soumises à une régulation extrêmement forte, notamment depuis la loi de 2008, Franklin Dodd, qui a été mise en œuvre en 2015. Mais vous savez, après la crise, une fois que tout est revenu à la normale, on a essayé, de réduire la portée de cette loi, et c'est le cas de la SVB, dont l'un des directeurs était le représentant à la Chambre des députés qui avait initié cette fameuse loi. Donc, je crois que il faut relativiser cette crise qui est essentiellement une crise de supervision, essentiellement une crise de macro-supervision et macro-financière. Et je crois que les autorités américaines ont mis en place un cordon sanitaire qui permettra d'isoler ce phénomène et d'éviter qu'il ait des répercussions sur... Donc nous sommes très, très, très loin de 2008. Très bien. Nazim Sini, une autre personnalité du monde financier, en l'occurrence le patron de BlackRock, Laurence Fink, a mis en garde... quant à lui, contre les risques financiers d'une inflation persistante, comme vous l'avez signalé également. Alors au fond, Fink doit savoir tout simplement de quoi il parle, vu que sa société gérait au 31 décembre plus de 8600 milliards de dollars d'actifs. Qu'en pensez-vous?
Bah, écoutez, ils savent très bien de quoi ils parlent, puisqu'ils savent qu'une inflation durable va impacter la compétitivité de leurs investissements et surtout la rentabilité de certains placements. Donc c'est pour ça que ça les arrange pas. Vous savez, ils ne sont pas philanthropes à BlackRock, vous le savez très bien. Ce sont des gens qui sont omnibulés par les ratios de rentabilité, ils observent de très près les marchés financiers, et ils savent qu'un des éléments perturbateur de la croissance et l'inflation. Donc, mais vous savez, aujourd'hui, tout est étroitement lié. C'est pour ça que j'ai l'impression qu'on n'a pas retenu les leçons de 2008, même si aujourd'hui il y a quand même certaines réglementations un peu plus drastiques. Oui. Je pense notamment à Bâle III, qui renforce un peu plus les capitaux propres des banques. Et d'ailleurs, vous savez, l'administration Trump a détricoté les précédentes réglementations qui étaient en vigueur aux États-Unis. Et c'est l'une des explications, du moins, qui est donnée dans la faillite de la SVB en disant qu'elle est passée entre les mailles du filet. Oui. Mais essentiellement, aujourd'hui, on est face à un véritable dilemme, c'est-à-dire est-ce qu'on renforce les règles de conformité, les règles de supervision au point d'étrangler et d'étouffer un peu plus le secteur financier, ou est-ce qu'au contraire, on lâche un peu du lest avec les conséquences que nous avons connues ces jours-ci. Donc, il y a, j'allais vous dire, quelque part presque une question philosophique, de doctrine, d'idéologie, et on n'est pas à l'abri de nouvelles politiques un peu plus sévères et drastiques pour les prochains mois. Mais encore une fois, le but, c'est de s'éviter, comme c'est passé en 2008, une crise systémique qui paralyserait le monde financier et puis le monde économique tout court. Justement, Nazim Sini, très rapidement, pour qu'on ait le temps de poser une dernière question, professeur Bessaha, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui s'est passé justement au Crédit Suisse? Et c'est ça un peu qui a suscité un peu la panique générale au niveau des marchés financiers, que ce soit en Europe ou aux États-Unis. Tout à fait. Pour tout vous dire, le Crédit Suisse, pourquoi suscite l'inquiétude? Parce que la taille de cet établissement a une vocation systémique. C'est-à-dire que si aujourd'hui Crédit Suisse s'effondre, c'est toutes les banques européennes qui s'effondrent à leur tour. En fait, ce qui s'est passé clairement, on a connu en l'espace de 48 heures presque un yo-yo au niveau des marchés, au niveau de la bourse de Zurich, où l'action 24%. Voilà, elle a baissé de 24% et puis elle a repris le lendemain 17%. Oui. En fait, ce qui s'est passé, il y a ce qui équivaut à environ 30 centimes de francs suisses, hein, donc les 17%. Alors l'action valait aujourd'hui aux alentours de 11 heures du matin 2 francs suisses. D'ailleurs, le fameux journal Le Temps a titré aujourd'hui que l'action du Crédit Suisse ne valait pas plus qu'un kebab. Tout à fait. Bon, écoutez, après, la comparaison est assez hasardeuse et drôle, mais pour tout vous dire, après, le Crédit Suisse a quand même un portefeuille de gestion qui est considérable. Donc, ça reste un des plus grands établissements en Europe et en Suisse également. Mais pour répondre à votre question, ce qui s'est passé, c'est qu'on s'est aperçu parmi les établissements bancaires en Europe que Crédit Suisse avait des prises de participation dans la Silicon Valley, ce qui la rendait naturellement, ce qui l'exposait naturellement vulnérable. Au déboire financier qui se passait aux États-Unis. Deuxième chose, il y a eu des profit warning, c'est-à-dire que la banque, on s'est aperçu qu'elle a été fragilisée, qu'elle n'a pas répondu aux attentes des investisseurs et des marchés financiers en matière de résultats. Et puis le troisième point, un des plus gros actionnaires de la banque, qui n'est autre que le prince saoudien, qui possède 10% de parts dans la banque, a déclaré qu'il ne voulait pas recapitaliser la banque. Voilà, tout à fait, qui refuse clairement de recapitaliser la banque en cas de difficulté. Et c'est là où ça vous montre l'importance des déclarations en économie. C'est pour vous dire... Les annonces et les effets d'annonce. Les effets d'annonce, à quel point on est très sensible à la psychologie en économie ou en finance. Et tous ces éléments ont mis en exergue en fait l'extrême vulnérabilité de cet établissement, qui est quand même le deuxième établissement après UBS en Suisse. Et tout de suite, très bien, Nazim, le gouvernement fédéral a pris des mesures pour permettre à la banque de se recapitaliser en lui permettant d'avoir accès à 50 milliards de francs immédiatement. Oui, merci Nazim Sini. Une dernière question, professeur Bessaha, en 1 minute si vous le voulez bien. Le système financier bancaire, quoi qu'il en soit, est connu justement pour son extrême sensibilité aux bulles qui explosent, de par son caractère homogène et très intégré. Alors dans le cas, j'extrapole dans la fiction financière, dans le cas où 2008 venait à se reproduire,
Qui en sera le bouc émissaire cette fois-ci, tout simplement? D'abord, 2008 ne va pas se reproduire. Très bien, c'est clair. Ça, c'est pas moi qui le dis, ce sont aussi les autorités américaines, dans la mesure où, encore une fois, ce n'est pas le cœur du système bancaire international qui a été touché. Ça peut se produire ailleurs. C'est simplement un petit problème de supervision qui est dû à des fautes de gestion, qui est dû à des problèmes de, bien entendu, de mismatch entre les crédits et les transports. Deuxièmement, la seule grande, par exemple, au niveau de l'économie américaine, la grande bulle qui s'était créée, il y avait deux bulles. Il y avait d'abord la bulle technologique qui a profité de la pandémie pour s'épanouir, augmenter surtout. Et d'ailleurs, elle a commencé à être dégonflée par les grandes entreprises elles-mêmes qui ont commencé à élaguer du personnel, prendre des mesures pour réduire les coûts. La deuxième grande bulle qui aurait pu créer des problèmes, c'est la bulle immobilière aux États-Unis. Or, l'augmentation des taux d'intérêt de 0,5 à 4,75 en 2022 et 2023 a complètement dégonflé la bulle immobilière. La seule bulle, si on peut parler de bulle, c'est plutôt la pression du marché du travail aux États-Unis qui commence déjà, d'ores et déjà, à perdre un peu de son expansion. Et en fait, c'est l'un des objectifs de la politique monétaire. Mais la lutte contre l'inflation fait toujours des victimes, c'est clair. L'inflation fait des victimes, mais la lutte contre l'inflation fait des victimes surtout quand une grande partie des investisseurs et des hommes d'affaires n'ont pas été habitués à des taux d'intérêt qui étaient réalistes. Très bien, professeur, et c'est une excellente conclusion. Merci à vous, professeur Bessaha. Je rappelle que vous êtes expert en macroéconomie, senior économiste au FMI. Merci à vous également, Nazim Sini. Je rappelle que vous êtes enseignant agrégé d'économie à l'Université Aix-Marseille 1. Merci à l'équipe technique qui nous a accompagnés. Et merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir été fidèles au Pro de l'Écho. Rendez-vous la semaine prochaine. Excellente soirée sur Al 24 News.